Donc, comme je vous le disais, c'est un très grand plaisir d'avoir nos deux prochaines panélistes. Il s'agit de Suzanne Dessureau, qui est la directrice adjointe de la DPJ Centre Jeunesse Montréal Institut Universitaire, et Malak Kamel, qui est agente de planification et de recherche au centre de jeunesse et de la famille Batcha. Donc, on a aujourd'hui réuni les centres jeunesse francophones et anglophones, et je dirais que c'est quand même assez rare. Et depuis les 3 dernières années maintenant, on travaille conjointement. On parlait beaucoup de tous les liens de partenariat qui sont développés autour de cette problématique-là, et ça, c'est un lien qui a été créé il y a 3 ans maintenant autour de cette problématique-là plus spécifiquement, et qui est, je dirais, très riche et qui continue encore et encore. Alors, je vais céder la parole à Malak et Suzanne, qui vont vous parler des choses qui ont été mises en place depuis les 2-3 dernières années, vraiment concrètement au niveau des centres jeunesse, par rapport à la problématique de la violence basée sur l'honneur. Merci, Maude. D'abord, peut-être vous dire qu'effectivement, Malak et moi, on était très, très heureuses de présenter conjointement cet atelier-là, parce qu'on trouve que c'est important de vous présenter le fruit du travail qu'on a fait conjointement au fil des 3 dernières années. On tenait aussi à remercier le Bouclier d'Athéna pour cette initiative si appréciée et attendue, et également remercier le Bouclier de nous permettre de faire le point ce matin sur nos pratiques en centre jeunesse à Montréal. Alors, avant de commencer, on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir un petit aperçu de qui sont ces merveilleuses personnes dans la salle. Alors, on ne vous demandera pas de vous nommer, mais on va y aller par groupe pour lever la main, juste pour qu'on ait une idée à peu près de la provenance des gens dans la salle. Alors, les gens qui sont issus du milieu communautaire et de l'hébergement, s'il vous plaît. Merci. Okay. Les gens qui sont issus du milieu scolaire. OK. Merci. Les gens qui sont issus de C3S. Merci. Les gens qui sont issus du SPVM. C'est okay. Bien. Il y aurait peut-être quelqu'un du ministère Santé et Services sociaux. Oui, bonjour. Il y aurait peut-être quelqu'un du ministère de l'Immigration. Bonjour. Et finalement, les gens qui sont issus des centres jeunesse. Ah bon. La famille est grande. Est-ce que j'aurais oublié d'autres milieux? Vous êtes? Service correctionnel. OK. Super. OK. Super. D'autres milieux de provenance? Oui. Universitaire, super. Conditions féminines Canada. C'est immigration, c'est plus au niveau fédéral. Parfait. Okay. Ah ben merci. Alors, c'est intéressant. On voulait avoir un petit peu le portrait de famille de notre journée d'aujourd'hui et de demain. Alors, sans plus tarder, écoutez, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dans un premier temps avant la pause, au niveau de la mise en contexte. Alors, je vais effleurer un peu ma petite introduction, mais je vais quand même vous dire que... Attends, on va y aller avec ça. Alors, bon, vous savez, on en a parlé largement ce matin, mais la tragédie qui a bouleversé le Québec en 2009 et pour laquelle il y a eu une sentence à l'issue du procès en janvier 2012 a vraiment secoué tout le Québec. A secoué aussi tous les intervenants que nous sommes ici présents. Et en ce sens, rapidement, on a été confrontés à la nécessité de s'asseoir pour mieux comprendre, pour mieux ajuster nos pratiques, évidemment, et pour établir de meilleurs partenariats. Parce que je pense que tous autant que nous sommes ici aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer qu'un tel drame puisse se produire chez nous. Alors, il y avait effectivement un manque de connaissances. Je pense que Mme Miville-Deschênes l'a bien nommé tantôt, un manque de connaissances, évidemment aussi une réalité qu'on ne soupçonnait pas pouvoir s'être installée ici. Alors donc, ça a donné lieu, je le disais tantôt, en janvier 2012, au terme du procès, il y avait déjà une réflexion qui avait été amorcée chez les 2 directrices de la protection de la jeunesse à Montréal. Vous savez, à Montréal, il y a 2 centres jeunesse. Il y a le Centre jeunesse de Montréal, l'Institut universitaire qui s'adresse à la clientèle francophone
francophones de l'île de Montréal et allophones, et le centre le centre jeunesse et de la famille Batcha, qui tu n'as pas ton micro? Je vais le mettre Non, c'est bon? Ça OK. va. Donc, pour la clientèle anglophone de l'île de Montréal. Alors donc, déjà, les deux directrices de la protection de la jeunesse avaient amorcé une réflexion et se sont dit, on a la responsabilité, évidemment, de réfléchir, de voir comment cette problématique-là, dans le fond, il faut mieux la comprendre, comment cette problématique-là nous oblige à ajuster des manières de faire, nous oblige à ajuster notre pratique compte tenu des principes fondamentaux de la loi sur la protection de la jeunesse. Et là, je ne vous ferai pas un cours de droit, inquiétez-vous pas, mais je pense que c'est important quand même d'avoir en tête quelques principes qui nous guident dans l'intervention en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, il faut savoir que dans la loi, les parents, évidemment, sont considérés les premiers responsables de leur enfant. Donc, ça veut dire qu'ils sont concernés par les décisions et ils doivent être mis au courant de toute la situation concernant leur enfant. La loi nous dit qu'on doit aussi favoriser la participation de l'enfant et de ses parents dans la recherche de solutions et dans la prise de décision. Ça nous oblige évidemment à agir en toute transparence et d'avoir des communications, je dirais, claires avec les parents, avec la famille, de sorte qu'ils aient le plus d'informations possible pour prendre la meilleure décision dans l'intérêt de leur enfant. Chaque décision doit être prise dans l'intérêt de l'enfant, de chacun des enfants et dans le respect de ses droits. Et chaque décision doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Dans l'impossibilité de maintenir l'enfant dans son milieu familial, la continuité et la stabilité doivent être envisagées, notamment par la famille élargie. Alors, ça, ce sont des principes qui nous amènent, dans le cadre de l'intervention protection de la jeunesse, concrètement, à informer les parents dès le début dès le début de la réception du signalement. L'intervenant qui va amorcer l'évaluation va déjà parler aux parents, les informer du contenu du signalement, les informer des démarches qui s'en viennent et de comment on va intervenir avec leur enfant et avec eux. Or, dans le cas des violences basées sur l'honneur, puis on aura l'occasion de le regarder dans le cadre d'un exercice pratique cet après-midi, mais ça soulève des questions de fond, je dirais, parce qu'il y a évidemment des contre-indications dans certains cas à ouvrir rapidement avec les parents. Donc, vous voyez, dès lors, il y a des ajustements à ce niveau-là à apporter, et ça, c'est dès le début de l'évaluation du signalement. Par ailleurs, quand on dit que le réseau, dans la loi, on dit qu'on doit maintenir l'enfant dans son milieu et dans l'impossibilité de le faire, de regarder quelles sont les personnes significatives dans la famille élargie, notamment les grands-parents, etc. Or, dans les situations de violence basée sur l'honneur, pas dans toutes, hein. Il y a un continuum. Je pense que ça a été bien expliqué ce matin. Il y a un continuum. On part des propos dénigrants et on va jusqu'au crime, là. Alors, il y a évidemment de nombreuses situations pour lesquelles c'est contre-indiqué de regarder dans le milieu familial élargi qui pourrait, par exemple, accueillir l'adolescente si elle se sent en danger dans son milieu. Les enjeux propres à la problématique de la violence basée sur l'honneur fait en sorte que on doit penser à un milieu neutre dans ces situations-là. Mais ça, c'est tout à fait un autre paradigme que celui dans lequel on travaille habituellement dans le cadre sur la loi de la protection de la jeunesse. Alors, il faut être conscient de ça parce que ça soulève beaucoup d'enjeux et ça soulève aussi le fait on le dit, puis nous, on se le répète régulièrement, chaque situation est une situation unique. Il n'y a pas de recette. Il faut faire attention à la stigmatisation. Alors, on ne peut pas se dire que jamais on pourra aller dans la famille élargie, mais il y a des enjeux majeurs et il faut les prendre en considération. Par ailleurs, quand on dit favoriser la participation de l'enfant et de ses parents, bien, vous savez, habituellement, dans le travail qu'on fait en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, on va beaucoup travailler avec des stratégies de médiation pour mettre à contribution, dans le fond, tous les acteurs dans la situation de l'enfant, les parents, évidemment, au premier chef, et on va regarder comment on peut trouver je dirais, des terrains communs pour convenir ensemble de qu'est-ce qui sera le mieux comme décision dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Or, encore une fois, dans la réalité de la violence basée sur l'honneur, les stratégies de médiation, c'est pas quelque chose qui est indiqué. Alors, vous voyez, je voulais juste vous illustrer par quelques exemples le fait que dans l'ajustement des pratiques, ça appelle énormément de concepts avec lesquels on travaille habituellement et pour lesquels on a à se poser des questions, à ajuster les pratiques et surtout à faire attention au piège d'aller dans l'autre extrême et de stigmatiser des situations
qu'il n'y aurait pas des situations dans lesquelles on peut penser au départ qu'on est en présence de violences basées sur l'honneur et que finalement, en cours d'évaluation, on n'est pas du tout dans ce genre de situation-là. Alors, concrètement, en 2012, il y a eu le début d'une démarche de réflexion conjointe de la part des 2 directrices de la protection de la jeunesse avec les partenaires concernés. En fait, il faut savoir qu'il y a eu une première invitation qui avait été lancée par le bouclier d'Athéna pour mettre sur pied le comité multisectoriel dont il a été question plus tôt ce matin. Alors, dès le début de cette démarche-là, les 2 centres de jeunesse ont été associés très étroitement à ce comité de travail-là. Ensuite, il y a eu 2 autres comités de travail qui ont été mis en place. Tout à l'heure, on a eu l'annonce qu'on avait une rencontre à venir bientôt par Mme Chouakri. Alors donc, le comité de travail piloté par la TCRI et par le CSAI qui ont mené 2 démarches, je dirais, parallèles, mais pour lesquelles on a toujours tenté de faire des liens entre les 3 comités de travail. Alors, les 2 centres jeunesse ont participé à ces 3 démarches-là et parallèlement, dans chacun des centres jeunesse, il y a eu des démarches qui ont été mises en place pour travailler à l'interne, à sensibiliser les intervenants et à pouvoir bien dépister les situations et évidemment ajuster les pratiques qui doivent l'être, telles que je viens de vous en parler un peu précédemment. Alors, au centre jeunesse Batcha, Malak va nous en parler. Bonjour. Je vais, si ça ne vous dérange pas, je vais parler en anglais. Donc, si vous avez besoin d'écouteurs. Est-ce que ça c'est mieux? Comme ça? OK, parfait. J'ai mis un peu plus de texte ici sur les slides, donc ça peut faciliter la présentation. Okay, donc in Centre Jeunesse Batcha, so what we did is starting the winter of 2014, we came together, we developed together a committee, a work group that has people from various different services. So whether we had interveners from evaluation orientation, application of measures, foster care, resources. We really had kind of like a multidisciplinary group from within Batcha. And together we sat down and we started to think, okay, what is honor-based violence? How do we define it? How does it impact what we do as an agency? How may it change how we practice? So basically this committee was coordinated by the DYP, previously Madeleine Barrard, and myself. And then in the summer of 2014, and the spring and summer of 2014, we said, okay, let's really try to get a better sense of our prevalence rates and try to understand not just the problematique in and of itself, but what we're dealing with in Centre Jeunesse Batcha. So in terms of our prevalence rates, what we know, and again, the numbers may be skewed because we didn't necessarily have the right tools in terms of identifying, but what we know so far, since December 2012, we had anywhere between 15 to about 20 cases, which really isn't much in comparison to the overall number of youth that we deal with on a regular basis. But regardless, I think out of this work group came the feeling that we still need something a bit more concrete to help guide our intervention. So although the prevalence that we're dealing with at Centre Jeunesse Batcha is thankfully, in a way, isn't that large, we still felt we needed a practice guidelines. And that's kind of where the démarche began, really, of putting a document together that would, again, complement some of the work that has been being done in some of the other committees and the CRI that we'll see later on this afternoon. Okay. So then in the fall of 2014, we had pretty much a solid enough draft that we were comfortable with, and we began the consultation and validation process. So
in doing so, we consulted with whether it's our external partners. So we got some validation from the South Asian Women's Community Center, the Canadian Council of Muslim Women, a researcher at McGill University, Foreign Affairs and Trade Development Canada, Justice Canada, and I have to say, you know, we were just saying, we put out this document and said, this is a draft. Can you take a look at it? Does this sound reasonable? Does it sound right? Are we being fair in what we're writing? Are we being accurate in what we're putting together? And people were very generous enough to give us their feedback. We had a final enough version. We also did an internal validation. So whether that's, we have different committees internally, and one of them, for example, is the Advisory Committee on Diversity. So we did that piece too. We had a final version by December 2014. And then what we did in the winter of 2015, just very recently, we did a roadshow animation. So what that is basically before disseminating a document, particularly with the topic of honor-based violence, we didn't feel this is a document that we can just kind of tell our interveners, hey, we developed this, here it is, you can find it on a server or, a document in your office. We really felt we needed to animate it. We needed to kind of help interveners understand the context, help interveners understand why we're presenting this document, what's behind it, what the need of it is, and to kind of help people understand bit by bit kind of the content of this guide pratique. And here we are now in the spring and summer of 2015, and we're going to continue with kind of animating the document, whether it's externally, being involved in kind of continuing with awareness, sensibilisation. I think I said that well enough. And kind of to hopefully see what would be the next steps, you know, as I think Yasmin, or yes, I believe you were saying in the sense of this isn't just kind of like we have something, we apply it, that's it, that's done. This is a continuous, ongoing effort. And so that's kind of where we're at right now, and that's it. Oui. Je vous dis en passant, Malak, elle a fait sa présentation en anglais parce qu'elle est pas assez, elle se sent pas à l'aise suffisamment français, mais ça fait qu'un an et demi qu'elle a commencé à parler français et elle est très, 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 très bonne. Alors, je tiens quand même à le dire. That's very kind of you. Thank you. Alors, elle vous a parlé de la démarche qui a été faite à Batcha. Au Centre jeunesse de Montréal, c'est un gros centre jeunesse, plus de 2000 employés. Alors, on s'est dit dans un premier temps, bon, comment allons-nous faire et par quel bout prendre les choses pour la sensibilisation? Alors, on s'est dit, on va commencer du côté de ce que je dirais la porte d'entrée. En fait, pour qu'un enfant ou un adolescent reçoive des services, il faut qu'il y ait d'abord un signalement. Alors, qui sont les intervenants qui reçoivent le signalement? Ce sont les intervenants de l'équipe accueil des PJ qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur semaine, 365 jours par année. Donc, on s'est dit, ces intervenants-là, il faut qu'ils puissent être bien équipés, bien outillés, sensibilisés comme il faut, parce que c'est les premiers à recevoir un appel concernant une victime potentielle. Ensuite, une fois que le signalement est retenu pour évaluer, il va aller dans une équipe d'évaluation de signalement. Alors, il y en a 5 au Centre jeunesse de Montréal, de 20 personnes à peu près par équipe. Alors, on s'est dit, ces intervenants-là aussi, il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils puissent être outillés. Bon, la même chose. Et on a ensuite identifié les réviseurs qui sont rendus un peu plus loin dans le processus, les représentants de la directrice de la protection de la jeunesse. Bref, on a constitué un groupe d'une vingtaine d'intervenants pour commencer de tous ces secteurs-là. Et on a commencé à réfléchir en 2013 avec l'avis du Conseil du statut de la femme. En fait, on l'a lu, on l'a discuté, on a regardé quels étaient les impacts dans la pratique. Et ces intervenants-là, qui étaient à ce groupe de réflexion-là que j'ai piloté, avaient comme mandat, évidemment, de faire dans leur équipe ensuite les mêmes exercices qu'on faisait dans le cadre de nos rencontres. Alors, ces rencontres-là ont débuté en 2013 et ont lieu à peu près aux 6 à 8 semaines. Dans le cadre de ces rencontres-là, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, une sensibilisation, une appropriation des enjeux particuliers liés à la violence basée sur l'honneur, mais aussi on regarde des situations,
on discute des situations, on essaie de voir quelles sont les meilleures pratiques à mettre de l'avant et comment on peut, avec nos partenaires externes, parce que s'il y a une problématique où on a besoin de travailler tout le monde ensemble, c'est bien cette problématique-là. Le filet de protection doit être mis par l'ensemble des partenaires dans la communauté. Alors, dans le cadre de ces rencontres-là, donc, ce que je vous disais, c'est qu'on discute à partir de situations concrètes pour voir comment on a à ajuster nos pratiques et ce, à tous les niveaux. Préparer une entrevue, l'entrevue avec la victime, l'entrevue avec les parents, l'entrevue avec la fratrie. Il y a aussi, je vous dirais, quand on parle de cette problématique-là, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est la tragédie de 2009, et c'était une situation patente. Dans le continuum, on l'a dit ce matin, c'est complètement à l'extrémité. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de situations qui sont à mi-chemin entre le début du continuum et la fin, et pour lesquelles c'est très, très, très difficile d'arriver à porter un regard juste. Alors, il faut vraiment faire un dépistage avec des outils notamment. Alors, je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus parce qu'on va l'aborder cet après-midi, mais ce groupe de travail-là a beaucoup travaillé à bonifier et à valider l'outil qu'on va regarder cet après-midi ensemble. Alors, donc ça, c'est en 2013. À partir de là aussi, on a commencé à recenser tous les signalements qu'on avait qui étaient en lien avec la violence basée sur l'honneur et on a tenté de remonter en arrière pour voir combien il y en avait. Je peux vous dire qu'au fil des années, on voit une augmentation assez impressionnante année après année. En 2014, il y a eu une démarche de sensibilisation qui a été faite auprès de tous les gestionnaires. C'est écrit de la DPJ, mais c'est du centre jeunesse au complet. Il y a eu auprès de tous les intervenants de la DPJ, donc à peu près 120 personnes, un exercice clinique de fait avec l'outil qui n'était pas finalisé, là, mais que vous allez voir cet après-midi. Ce qu'on voulait au 30 juin dernier, c'est s'assurer que tous les intervenants à la DPJ au Centre jeunesse de Montréal aient travaillé avec cet outil-là, aient entendu parler de la problématique, aient entendu parler des impacts dans la pratique, de comment on a à regarder les choses et agir et ajuster nos pratiques en fonction des enjeux spécifiques. À l'automne 2014, oui, c'est là, je m'excuse, tantôt je vous ai dit, au printemps 2014, c'était auprès des gestionnaires de la DPJ et de tout le personnel. Et à l'automne 2014, c'est une sensibilisation qui a été faite auprès de tous les directeurs clientèle au Centre jeunesse. Et on s'est dit, alors il faut maintenant, on est rendu à élaborer un plan d'action pour que tous les intervenants à l'ensemble du Centre jeunesse, on n'est plus un centre jeunesse, là, on le sait, mais il y a quand même toute la pratique qui se maintient, les services à la clientèle qui continuent. Alors même si on change de nom puis qu'on est en train de changer des choses dans la structure, il en demeure pas moins qu'on a le souci de continuer à offrir une réponse de très grande qualité à la clientèle. Et donc, comment on va au sein de l'ensemble des intervenants du centre jeunesse élaborer la sensibilisation. Alors, il y a eu en 2015, cet hiver, 2 activités de sensibilisation sur la problématique qui ont été offertes à l'ensemble des intervenants. Et il y a le guide de pratique dont Malak vient de vous parler, qui a été élaboré par Batcha, qui a été traduit en français et adapté au Centre jeunesse de Montréal au niveau de certaines modalités, je vous dirais, mais sur le contenu, c'est la même chose, il n'y a pas eu de modification. Ce guide, version originale en anglais et version traduite et adaptée en français, sera disponible demain avant midi. Ici, on aura des copies papier pour les gens qui sont intéressés. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est, Malak l'a dit tout à l'heure, ils ont fait à Batcha une animation durant cet hiver parce que l'objectif, c'est pas de donner un outil puis que les intervenants se débrouillent avec ça. L'objectif, c'est de s'assurer qu'il y a un accompagnement, une animation qui est faite autour de cet outil-là. Alors, au Centre jeunesse de Montréal, compte tenu que la version traduite et adaptée vient de sortir vendredi, il y a 4 jours, on n'a pas pu l'animer avant aujourd'hui. Il y a un plan d'animation qui est en cours d'élaboration, mais dès cette semaine, il va être animé à la DPJ auprès des gestionnaires pour ensuite redescendre dans les équipes. On a vraiment le souci je dirais, d'équiper les intervenants, de les soutenir à bien comprendre la réalité de cette problématique-là, tous les enjeux qui s'y rattachent et surtout, je le répète, de s'assurer qu'on travaille ensemble, tout le monde, cette responsabilité-là de protéger les victimes ou d'éventuelles victimes, on la partage tous ensemble, quelles que soient nos responsabilités, notre rôle et l'organisme pour lequel on travaille.
Alors, les objectifs du guide pratique, rapidement, définir la problématique et identifier les caractéristiques qui différencient les violences basées sur l'honneur des autres formes de violence. Le deuxième objectif, c'est uniformiser nos connaissances cliniques et notre approche à la problématique. Et finalement, uniformiser nos pratiques cliniques en fournissant une évaluation des meilleures pratiques et en développant de meilleures pratiques. Rapidement, la table des matières, ça vous donne un avant-goût, vous pourrez le voir demain. Alors, introduction, que sont les violences basées sur l'honneur? Les violences basées sur l'honneur dans le contexte québécois, les victimes de violences basées sur l'honneur, les auteurs de violences basées sur l'honneur, évaluer, intervenir et agir en partenariat. Et finalement, la conclusion, compléter et agrémenter de nombreuses annexes qui sont des outils cliniques très intéressants. Okay, so rather than providing you kind of with the content of every single section, that's kind of what we did with our internal animation, instead we'll run through what we feel the document provides interveners, okay? So first of all, it helps interveners identify the difference between honor-based violence and conjugal violence, really highlighting the unique elements that characterize honor-based violence. It helps explain the difference between an arranged marriage, a forced marriage, really important for us to know what the difference is. And I think what's important as well is to kind of highlight that in many ways, an arranged or a forced marriage can be perceived as kind of like a quick and easy solution to save face within the community. So this is something, you know, we won't only see forms of physical violence, we may see with youth situations of an arranged or particularly a forced marriage. So we just wanted interveners to know that this in and of itself is also a form of honor-based violence. The document also provides some of the common characteristics of victims, while also highlighting clearly that you know, each situation and each individual is unique. But these are some of the common characteristics, some of the common things you may see. Pardon me, as well as some of the impacts on various developmental domains. So if you had kind of the youth in the center, how may that impact their education? How may this impact their identity and well-being, social relationships, health? So just to kind of get a sense on impact on various developmental domains. As well, some common characteristics of perpetrators and family members, and providing kind of a list of some of the perceived behaviors that preserve honor, or some of the perceived behaviors that may cause dishonor. So in the sense of, one of the main things to focus on is this word perception, right? Because it's not necessarily about the youth's behavior in and of itself, but it could be the perception of that behavior and how that you know, reflects on the individual or the system or the family system's honor. So we really wanted to highlight that piece. Continuing, the document also provides a list of information to gather. So if you're out and meeting with a youth or the family, what's some of the concrete info you have to keep in mind? So also with the notion of the one chance rule, right? You may only have that one chance to meet with that youth. What's some of the concrete info you need to get as much as possible, right? It also provides interveners with a list of practices that, you know, things you should do, maybe things you should avoid, whether it's during the interview or after the interview, okay? And this is really important because, as Suzanne was saying, it differentiates from our regular practice, right? So some of the things we may normally do may not be applicable and may actually put the youth at risk. What else? So we have some suggested questions. So questions that can guide the intervener. So questions that can guide the person to whether they're asking those questions to the youth, maybe to family members. Say you're speaking with a collateral or like a partner, perhaps if you're speaking, for example, with a CLSC worker or a school worker, you know, some guiding questions, basically. Again, a list of things to do or to put in place if there's some risk of forced travel.
And some other important considerations. So what we kind of put a whole bunch of things in there, but basically things to really consider, again, because of the change in practice. So, for example, where we may, if we end up having to place the youth, where are we choosing the placement setting? A lot of times, what we do is we do our best effort, in the context of youth protection, we do our best effort to place a child or a youth in an environment that is, most similar, maybe somewhere within their school region. We try as much as possible not to displace and change a lot of the youth's life and routine. Does that apply in honor-based violence? Will it have an impact on the youth's security? It's something to take into consideration. Again, there isn't one single recipe, but that section of important considerations is where things that you kind of have to say, let me just take a second and think about how this may have an impact on this particular youth in this particular situation. Lastly, it provides a list of resources for the intervener and for the youth. So actually a lot of the people who are presenting today will find their name in that list of resources. And yeah, that's pretty much a good summary of what the document provides. So and this is really the last piece from my end, but some of the key messages. So overall, the key messages of this document are that honor-based violence is a unique phenomenon, right? So we know that it violates a person's individual rights, it transcends geography, culture, ethnicity, and it touches people around the world. And we really, we've heard that before today, and we're gonna keep hearing it. I'm sure every presenter kind of feels the need to, send that message out there, but it may sound repetitive, but it's still important for us to keep saying that, okay? Again, we wanted to highlight that it's a marginal and extreme behavior. So what's really important here is how the perpetrator and the family defines honor. So, and what kind of role that plays. So we wanted to make this clear because it's not every intergenerational difference in practice or differences in cultural practices that means it's honor-based violence. We have to really understand how this is defined for the youth, for the family, for the perpetrator, and see how this has an impact on the situation in order for us to accurately identify whether or not this is honor-based violence. And lastly, this concept of collaboration and partnership. So again, whether that's internally or externally. So what that means internally is, so at Centre Jeunesse Batshaw, if this is a case, we're not just saying, you know what, that's that department's case and that's it. No, we're making sure that everybody is collaborating to make sure that this is as smooth of a process as possible in providing services for the youth. And similarly, externally, what we mean by that is collaboration. So today's a very good example of that, just being here and making sure that whether it's with our Centre Jeunesse partners or everybody sitting in this room, that we're all collaborating together to provide as many services and as smooth as possible services for the youth. That's about it. Alors, rapidement, pour conclure, tantôt, je vous disais, au cours des dernières années, on a pu constater une augmentation de la clientèle importante. Je vous dirais, l'année passée, entre le 1er janvier 2014 et le 30 décembre 2014, il y a eu plus de 30 signalements qui ont été retenus au Centre Jeunesse de Montréal en lien avec des enjeux liés à l'honneur qui ont pu, en cours d'évaluation, se révéler fondés ou non, mais retenus pour évaluation plus d'une trentaine de situations. Tous les intervenants, tantôt je vous l'ai dit, tous les intervenants de la DPJ, autant Montréal que Batshaw, ont été sensibilisés à la problématique, ont pu travailler avec un outil de dépistage. Il y a des consultations qui sont possibles. Je vous le dis parce que les gens pensent parfois qu'il faut qu'il y ait plein d'informations pour faire un signalement, puis
des fois, ils attendent. Il faut savoir que vous pouvez faire un appel à la DPJ pour consultation seulement, pour avoir peut-être des petites idées sur qu'est-ce qui pourrait être exploré davantage, par exemple. Alors, donc, les consultations sont possibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il en est de même pour Batcha, évidemment. Alors, il faut aussi retenir que chacune des décisions est prise en ayant pris le temps d'évaluer les facteurs de risque et les facteurs de protection, et toujours la décision sera prise dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits, ce qui veut dire que pour évaluer tout ça, plus on est d'intervenants qui connaissons la situation et qui pouvons échanger, meilleure sera la décision qui sera prise dans l'intérêt de la jeune. Et comme pour toutes les problématiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, la protection des enfants et des adolescentes, c'est une responsabilité collective qu'on partage tout le monde ensemble. Et le fait de pouvoir participer à un colloque comme aujourd'hui, je trouve que ça nous permet de nous assurer que tout le monde, on travaille main dans la main pour pas qu'il y ait de situations échappées, pour pas qu'il y ait de trous dans le système au niveau des services, pour qu'on rejoigne cette clientèle-là comme il faut adéquatement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, sur l'île de Montréal, les 2 DPJ ont contribué, dans le fond, au développement d'une meilleure connaissance de cette problématique-là, développer aussi une sensibilisation accrue, en fait, à l'interne, dans les 2 centres jeunesse, et se sont assurés que l'ensemble du personnel soit sensibilisé à cette problématique-là. C'est pas fini, on ne fait que commencer, parce que on sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les situations sont pas simples, alors plus on va pouvoir s'approprier comme il faut, mieux on pourra dépister, mieux on pourra intervenir, et on a à réfléchir ensemble sur comment dans l'intervention on peut bien intervenir. Malak l'a dit tout à l'heure, dans le guide, il y a des éléments de réflexion à ce niveau-là, mais ce n'est qu'un début, et je nous convie tout le monde ensemble à poursuivre ensemble dans ce sens-là. Alors, finalement, dernier point, ça a été abordé ce matin dans les recommandations qui ont été faites par le Conseil du statut de la femme, par leur avis qui a été publié. Il y avait une des recommandations qui touchait à la loi sur la protection de la jeunesse. Il y a un comité de révision de cette loi-là qui a réfléchi, qui a entendu différents intéressés. Je vous dirais, les 2 DPJ de Montréal ont été consultés par ce comité de révision-là, le bouclier d'Athéna notamment, et d'autres partenaires. Et on n'a pas de conclusion à cet effet-là, mais on sait qu'il y a un questionnement sur la table. Ceci étant dit, en attendant qu'il y ait ou non des révisions à la loi sur la protection de la jeunesse, ce qui est clair, c'est qu'on a actuellement tous les leviers pour bien protéger les jeunes, bien qu'il n'y ait pas dans la loi un alinéa qui s'appelle « La jeune serait victime de violences basées sur l'honneur ». On peut, par d'autres façons, par d'autres alinéas, s'assurer de mettre en place les moyens de protection pour s'assurer de la protection de cette jeune victime ou victime potentielle. Alors, merci beaucoup. S'il y a des questions, évidemment, nous sommes disponibles et intéressés à vous répondre. Merci beaucoup à vous deux. Thank you very much, Malak. I didn't know that it's been just a year and a half that you're talking. Almost 2. Almost 2. OK. Alors, merci beaucoup à nos 2 panélistes. Comme je vous le disais en avant, on l'a entendu, hein, l'avis du Conseil du statut de la femme disait qu'il fallait mettre en place des choses, etc. Puis là, on le voit hein, au niveau des centres jeunesse, parce qu'on sait que la problématique de la violence basée sur l'honneur est une problématique qui concerne souvent des jeunes filles qui sont âgées de 14-15 ans. Ça commence à 14-15 ans, puis ça va en montant aussi. Donc, c'est sûr que les centres jeunesse sont interpellés. C'est sûr que la protection de la jeunesse est interpellée. On l'a dit, il y a un comité de réflexion sur des modifications possibles à la LPJ, mais bon, ça prend énormément de temps, mais je dirais que le législateur a été interpellé et réfléchi sur la question. Alors, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place. Ça bouge beaucoup des 2 côtés, et je dirais que les centres jeunesse francophones et anglophones travaillent de concert pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de cas qui passent en travers des cracks du plancher. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions par rapport à ces présentations? Oui. Et vous avez dit qu'à chaque année, en 2014 au moins, il y a eu 30 signalements.
j'imagine que par rapport aux autres types de violences, les signalements, des fois, ils viennent par la famille, famille élargie, mais dans les crimes d'honneur, c'est différent. Donc, souvent, j'imagine qu'ils viennent par l'école. Et est-ce que vous travaillez après avec l'école? Merci. C'est une excellente question. En fait, vous avez raison de dire que dans cette problématique-là, le signalement, il ne vient pas de la famille, il vient habituellement du milieu scolaire. Il pourrait venir d'ailleurs, là, de d'autres intervenants, mais habituellement du milieu scolaire. Il y a je dirais, un travail important à faire au niveau scolaire pour s'assurer qu'il y a une sensibilisation qui soit faite au niveau des intervenants en milieu scolaire et que l'outil, en fait, de dépistage qui va être présenté ici, qu'on puisse faire du chemin là-dessus. Parce que les intervenants chez nous qui ont commencé à travailler, à bonifier cet outil de travail-là, souvent, dans la pratique, sont en interface avec un intervenant scolaire qui pose des questions qu'ils connaissent moins bien. Alors, au niveau du dépistage, de fait, oui, il y a vraiment... les intervenants en milieu scolaire sont les premiers en contact avec ces jeunes-là et ils ont besoin d'être soutenus, accompagnés pour mieux comprendre, mieux intervenir. Parce qu'au moment où le signalement est fait, quand il y a un accompagnement qui a été fait de l'adolescente, au moment du signalement, elle est prête à parler, elle est prête à être protégée et il y a moins de chances qu'elle se rétracte par la suite. Parce qu'il y a des enjeux majeurs à ce niveau-là, hein, vous le savez. Quand il y a une rétractation par la suite, c'est très difficile pour nous puisqu'on se rappelle, c'est une loi, la loi sur la protection de la jeunesse, et il faut pouvoir avoir des faits pour faire une preuve en chambre de la jeunesse. Alors, quand la rétractation arrive, je ne dis pas que c'est impossible là, de protéger la jeune, mais je dis que ça complique largement la situation. Alors, plus l'accompagnement est fait de l'adolescente avant le signalement ou en cours d'évaluation, plus on est capable d'arriver à bien la protéger, de mettre en place. Et à la question si on travaille conjointement avec les intervenants scolaires, oui, oui et oui, et on veut de plus en plus le faire, mais là, je vous dirais, il y a vraiment tout un bout qui ne nous appartient pas, là, qu'on essaie. C'est pour ça que tantôt, je voulais voir dans la salle s'il y avait des intervenants, entre autres, s'il y a des intervenants du scolaire, parce qu'on sait qu'il y a un enjeu important à ce niveau-là. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, vous pouvez vous avancer au micro juste en avant. Je parle super fort. OK. Concernant les jeunes filles qui se font menacer de se faire retourner dans leur pays, pas nécessairement qui sont victimes de violences ou qui se font souvent menacer de se retourner d'être retournés dans leur pays. On a plusieurs cas, nous, dans la section de la police, là, où ce que les victimes, c'est ça, se plaignent, si je ne suis pas le rythme, si j'accepte pas, je suis menacée de me retourner. Est-ce que la protection, y a-t-il une porte où est-ce qu'on peut détourner la loi qui ne protège pas présentement pour ces cas-là? Oui. Est-ce que je peux répondre en anglais? Oui, oui, go ahead. Okay, perfect. So I think that's a very good point because sometimes, you know, we're not sure are these just threats, are these threats that may be acted upon. Regardless, though, when we hear of something like that, what's important is to really speak with the youth about what kind of measures we could possibly put in place beforehand. Pardon me. So whether that's kind of knowing in advance where she's going, us gathering as much information, perhaps looking at contact information for the Canadian Embassy abroad, you know, basically taking steps to put certain measures in place, safety measures in place. Sometimes, and in doing so, we would kind of collaborate with the police if they're involved in that piece. We also have then the piece of ties with Foreign Affairs and Justice Canada, and they may have a different mandate, right? But we do know, Fiona Jarvis at Foreign Affairs, I believe Huri may be here. Yeah. Hey, Huri. So correct me if I'm wrong, but we do have, we can get assistance for a repatriation should we need to. As early as we know this information, as much as we can put steps before, obviously the better.
should we be faced with a situation where this is happening in an instant, that's different. So what's important, so whether it's highlighted in the practice guidelines or something that I think we'll highlight later on throughout the next afternoon and tomorrow, is certain steps that we can take to protect those that are in the situations where they may be forced to travel. I hope does that pretty much answer the question? Or are you looking for something more concrete? Non, ça prend des lois puis ça presse. Oui. Effectivement, ça prend des lois et ça presse. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Justement, au mois de janvier, il y a eu une rencontre à Ottawa. Plusieurs personnes étaient présentes. C'était une rencontre qui était organisée par le ministère de la Justice au niveau fédéral. Et il y a beaucoup de questionnements aussi au niveau fédéral. Par rapport aux mesures de rapatriement, il faut que les personnes soient enregistrées sur un registre spécifique, le registre des Canadiens à l'étranger. C'est quelque chose dont on va vous parler peut-être plus spécifiquement cet après-midi. Et effectivement, il y a des mesures de rapatriement qui existent pour les personnes qui sont en danger à l'étranger. Donc ça, ce sont déjà des choses qui existent, qui sont mises en place. Mais effectivement, au niveau de la loi, il y a beaucoup de réflexions qui se fait. Beaucoup. Et je pense que il y a déjà le projet de loi S9, c'est un projet de loi S7, pardon, c'est un projet de loi privé. Il a été déposé, pas encore adopté, donc ça chemine encore parce qu'il faut qu'il soit analysé, validé, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se font présentement et c'est ça. Ben, je voulais rajouter, c'est parce que Malak est assez bonne en français, meilleure en français que moi en anglais. Fait que je n'étais pas sûre d'avoir tout bien compris sa réponse, mais dans une situation où on aurait à saisir la Chambre de la jeunesse, ben le juge pourrait demander que le passeport soit, dans certaines situations, quand on a des éléments où la jeune craint d'être retournée dans son pays. Ça fait partie des options possibles. Mais il faut pouvoir le documenter, d'où la nécessité d'accompagner l'adolescente pour qu'elle parle, qu'elle nous explique, puis qu'on soit capable de bien le documenter. Alors, si vous avez des questions, je vais vous demander de vous avancer au micro. Il y a une question ici, puis une question au monsieur là-bas. Oui, Nanor? Je vais parler assez fortement aussi. C'est pas une question, mais j'ai eu de l'expérience pour prévenir l'envoi de l'enfant. Est-ce que tout le monde entend correctement? Non, il faudrait vraiment que tu t'avances au micro. Merci, Nanor. C'était juste une information pour prévenir l'envoi des enfants. J'ai eu l'expérience, c'est faisable avec Passeport Canada de prévenir l'enfant. Il faut écrire une lettre détaillée, expliquer la situation et demander au Passeport Canada de prévenir de l'envoi de l'enfant. Cette information-là, j'ai eue de la part de l'Enfant Retour Québec. OK. Donc effectivement, dans ce genre de circonstances, il y a aussi l'organisme Enfants Retour qui existe, qui fait un travail extraordinaire. Ils sont aussi disponibles pour venir dans vos organismes pour donner de la formation et vous expliquer un peu comment fonctionnent toutes ces mesures de rapatriement. Merci beaucoup, Nanor, de cet exemple. Oui? On parle beaucoup des enfants, mais au niveau d'adultes, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait aussi? Parce que moi, je travaille avec des jeunes adultes, entre 17 et 24 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Est-ce qu'ils peuvent faire de quoi? Je vous pose la question. Donc la question est, donc là on parle beaucoup des mineurs, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des majeurs? Est-ce que tu veux répondre? Ben, peut-être. Moi, ce que je peux dire, évidemment, la loi sur la protection de la jeunesse, elle est là pour les adolescentes jusqu'à 18 ans. Au-delà de ça, la loi ne nous permet pas d'intervenir. Au-delà de ça, donc, c'est toutes les concertations des organismes qui vont travailler auprès de cette clientèle-là, associée au SPVM. Puis là, ben, je vais te repasser. Mais est-ce que je peux juste dire that I know that in terms of the repatriation, this is definitely done for adults as well. Actually, in speaking with Foreign Affairs, it's mainly done with adults, and so we were trying to think, could this be applied as well to youth? And so we were trying to think, okay, what's our law? What's their mandate? What's ours? But in truth, that's what they do for adults. Definitely. Huri, am I on the right page? You're right. Okay. And for adults, c'est beaucoup moins compliqué quand il s'agit des adultes. Pour les mineurs, oui, la prévention, je pense que c'est la meilleure façon
pour ce qui est notre approche, une fois que le mineur est dans un autre pays, c'est vraiment c'est très compliqué parce qu'on n'a pas nécessairement la compétence derrière, mais on peut en parler plus tard. Je vais répéter ce qui a été dit. Donc, effectivement, c'est pour les mesures de rapatriement, c'est généralement ce qui se passe pour les personnes majeures et c'est généralement beaucoup plus facile à mettre en place par rapport à des personnes majeures. Par rapport à des personnes mineures, c'est beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, il y a des choses qui se font, mais ça peut être plus complexe à opérer. Aussi, par rapport aux personnes majeures qui pourraient être victimes, menacées d'être envoyées dans leur pays d'origine pour X ou Y raison. On le sait, quand il est question de mariage forcé, il y a beaucoup de sensibilisation à faire au niveau des organismes à faire dans les cégeps. On va en parler demain aussi, parce que c'est une problématique qui touche à la fois les majeurs et les mineurs, mais les mesures d'intervention sont complètement différentes, étant donné qu'ici, on a la loi de la protection de la jeunesse. Donc, quand on parle de personnes mineures, c'est sûr que là, on va tomber dans tout ce qui est intervention policière aussi. On va avoir le prochain axe est sur l'intervention policière, donc on va pouvoir en parler. Mais tout ce qui est de l'ordre des menaces, des contraintes physiques, etc., ce sont des choses sur lesquelles les policiers et policières peuvent agir aussi, ont des pouvoirs d'action par l'entremise du Code criminel canadien. Voilà. Oui? Les mesures dont on parle, si je ne me trompe pas, on parle juste des gens qui auraient une citoyenneté canadienne. Effectivement. Effectivement, quand on parle du registre, de l'enregistrement sur le registre des étrangers, des Canadiens à l'étranger, on parle effectivement des citoyens et citoyennes canadiens. Donc, c'est sûr qu'effectivement, pour des personnes qui ont, par exemple, qui sont, je dirais, résidents temporaires ou encore qui ont juste la résidence permanente, effectivement, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes, effectivement. Donc effectivement, comme l'a dit madame, il faut des lois et ça presse. Alors, si jamais il n'y a pas d'autres interventions, je vais remercier Suzanne et Malak de leur présentation. Et je vais appeler nos prochaines panélistes, Heather Shepard, Louise Barré et Anne Hackett du SPVM, à venir nous rejoindre sur le podium.